Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Et je cède maintenant la parole au chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On le sait maintenant, c'est une évidence, la CAQ ne s'occupe pas de notre monde. Et on le constate à tous les jours, depuis maintenant 6 ans, sont dans leur 7e année dans le système de santé. À l'époque, quand ils sont arrivés au pouvoir, les caquistes, il y avait 7 milliards de surplus budgétaire et les services étaient mieux donnés à l'époque. Aujourd'hui, on est doublement perdant. C'est un déficit de 11 milliards de dollars et les Québécoises et Québécois ont été abandonnés, non pas les services publics. J'en veux pour preuve, et il y en a tellement, les délais d'attente pour les chirurgies pour le cancer. En janvier 2020, c'était 350 personnes et aujourd'hui, c'est 836 personnes. Une personne sur 5 avec un diagnostic de cancer n'est pas traitée dans les délais scientifiquement requis. 162 000 Québécoises et Québécois sont sur les listes d'attente d'une chirurgie. Et ça, c'est après 3 plans de rattrapage qui ont été autant d'échecs, Monsieur le Président. Les chirurgies de plus d'1 an, la cible intermédiaire était de 7 600 au 31 mars dernier. Qu'en est-il au 31 mars dernier? C'était près de 12 000 qui étaient sur la liste d'attente depuis plus d'1 an pour une chirurgie. La cible maintenant finale, c'était 2 500 au 31 décembre prochain. Qu'a fait la CAQ, sachant qu'aujourd'hui, c'est près de 11 000? Ils ont reculé la cible au 31 mars 2025. Le premier ministre reconnaît-il qu'il crée du tort aux Québécoises et Québécois quand ces cibles ne cessent de reculer? Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé. Oui, Monsieur le Président, c'est toujours un plaisir pour moi de répondre à ces questions-là. Je vais en profiter de la question du chef de l'opposition officielle pour bien expliquer qu'au cours des dernières années, particulièrement lorsqu'on est arrivé, le système de santé était dans un état lamentable, et ça, c'est bien avant la pandémie, Monsieur le Président. Et je pense que tous les gens reconnaissent aujourd'hui que non seulement la pandémie a été excessivement difficile pour notre réseau de santé, mais on a réussi, durant la pandémie, à prendre toutes les mesures qui étaient à notre disposition pour minimiser l'impact. Puis j'en profite à chaque fois que j'ai ce genre de questions pour remercier le personnel de notre réseau pour tout le travail qu'ils font, Monsieur le Président. Parce qu'ils font dans des conditions difficiles, puis quand on prend le temps de regarder ce qui se passe ailleurs qu'au Québec, soit dans les provinces canadiennes, aux États-Unis, en Europe, il y a des difficultés partout avec nos réseaux de santé qui viennent notamment avec le phénomène du vieillissement de la population. Donc, Monsieur le Président, on va continuer à travailler. On sait que c'est difficile, mais je sais aussi que nos gens veulent faire du bien à la population québécoise. En complémentaire, première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ça en dit long quand je pose une question au premier ministre du Québec sur l'état lamentable du réseau de la santé. Je lui rappelle ses promesses de 90 minutes qu'aujourd'hui, c'est 3 heures. Je lui rappelle qu'on attendait 3 heures de moins sur le Parti libéral du Québec dans les urgences que sous la CAQ. Promesse après promesse, échec après échec. J'y pose une question sur la santé au premier ministre, puis il ne daigne même pas se relever, Monsieur le Président. Peut-il expliquer pourquoi c'est le premier ministre des cibles mouvantes? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je discute du réseau de la santé et des améliorations qu'on est en train de faire à toutes les semaines avec le premier ministre. Toutes les semaines. Et on regarde chacun des indicateurs et on fait des efforts. Je vous donne un exemple, Monsieur le Président. On a regardé avec la FMSQ comment il était possible, à chaque fois lorsqu'on a des difficultés supplémentaires que l'on a eues au cours des dernières années, comment on peut faire pour s'ajuster. Et encore une fois, j'apprécie le travail que l'on fait avec la Fédération des médecins, spécialistes entre autres, pour être capable de faire du rattrapage. On a fait, Monsieur le Président, 25 000 de plus de chirurgie cette année, malgré les conditions qu'on en avait faites l'an dernier. On va continuer de s'améliorer, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire. Monsieur le Président, le ministre de la Santé justifie le fait que son premier ministre ne se lève pas en disant « Faites-vous-en pas, j'y en parle à tous les semaines ». Le dernier qui nous a dit ça, qui parlait à tous les semaines avec quelqu'un, c'était le ministre responsable des services sociaux qui parlait à tous les semaines avec la directrice nationale de la DPG avant qu'elle congédie parce qu'elle ne faisait pas son travail. Là, le premier ministre, ça l'intéresse-tu de répondre aux Québécoises et Québécois quand il voit que ces cibles ne cessent de reculer, Monsieur le Président? C'est le premier ministre des cibles mouvantes, puis les Québécoises et Québécois sont abandonnés.
Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, les Québécois, parce que le chef de l'opposition officielle parle des Québécois, les Québécois ont très bien compris qu'au Québec, comme à peu près partout dans le monde, on est en mode de rattrapage suite à la COVID. On a sauvé plus de 10 000 vies pendant la pandémie. Mais comment on a fait ça, Monsieur le Président? C'est en reportant des chirurgies. Maintenant, on est en négociation avec le syndicat des médecins spécialistes. On a finalement obtenu une entente avec le syndicat des infirmières qui va commencer à s'appliquer vers le mois de janvier qui vient. Donc, ça va nous permettre d'accélérer encore plus les chirurgies. Troisième complémentaire. Accélérer encore plus. Lors du dépôt de son projet de loi 15, le ministre de la Santé en février 2023 disait « On est chanceux si ça prend 3 ans. Ça nous amène à l'autre bord des élections, Monsieur le Président. » En mars dernier, dépôt du budget, le ministre des Finances a dit à Patrice Roy par rapport à la santé « Je m'attends à des améliorations dès le printemps. » On a vu que c'est pire que pire, Monsieur le Président. Là, le premier ministre nous rappelle la pandémie, comme si on ne l'avait pas vécu, puis comme si lui-même n'avait pas promis qu'après la pandémie, on aurait de meilleurs services. Pour les 2 ans qui restent, on peut-tu le croire? Monsieur le Premier ministre. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Président, on a, je pense que les Québécois comprennent la situation. On a un rattrapage à faire. Actuellement, on fait plus de chirurgie qu'on en faisait dans les périodes précédentes, mais on n'a pas fini de faire le rattrapage. Oui, malheureusement, on parle d'années pour être capable de vider les listes d'attente. On a fait une entente avec les infirmières pour avoir plus de flexibilité, pour augmenter encore plus les chirurgies. Donc, Monsieur le Président, je pense que les efforts qui sont faits portent des fruits, puis on va continuer à aller encore plus rapidement. En principal, Monsieur le député de Pontiac. Le contrat social entre les Québécois puis le gouvernement, c'est soit un bon citoyen, paye tes impôts, puis le jour où tu auras besoin du système de santé, bien, le gouvernement va être là pour toi. Mais malheureusement, la CAQ respecte de moins en moins son bout du contrat. Le ministre de la Santé, là, qui gère 60 milliards de l'argent des contribuables, il va nous présenter le bilan de son plan santé aujourd'hui. Mais les Québécois, ils le vivent, ils le subissent au quotidien, son bilan. Il avait promis 90 minutes d'attente à l'urgence. Ce matin, le temps d'attente à l'hôpital de Granby, c'est 9h45 minutes. Il avait promis qu'il n'y aurait pas plus que 100 000 patients en attente d'une chirurgie. Aujourd'hui, il y en a 161 000. Il avait promis des équipes volantes en place cet été. Il a tardé, il a causé des bris de service et il y a des enfants qui ont dû quitter la Côte-Nord pour venir à Québec pour avoir des services de base. Vu que c'est un gouvernement qui aime les sondages, est-ce que le premier ministre peut comprendre pourquoi il y a seulement 5 % des Québécois qui pensent qu'ils ont un meilleur service avec la CAQ qu'en 2018? Monsieur le ministre de la Santé. Alors, les questions se ressemblent et les réponses seront différentes pour une chose, Monsieur le Président. À chaque fois que j'entends ces questions-là, je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus que l'on fait en ce moment? Je me pose cette question-là tous les jours avec nos équipes. Puis je vous dirais que je sens de la part de nos équipes qu'on fait le maximum en ce moment. Je ferai le point, effectivement, cet après-midi pour montrer tout ce qui a été fait et tout ce qui reste à faire. Puis je pense que les Québécois, comme le dit le premier ministre, réalisent très bien les efforts qui sont faits à l'intérieur du réseau. Mais ça n'empêche pas, Monsieur le Président, de dire qu'à l'avenir, on va être capable de travailler différemment parce qu'il y a une foule de mesures qu'on a mises en place qui vont nous donner des leviers pour être capable de mieux servir nos Québécois. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Bon, on va y aller spécifiquement. On va prendre juste une de ces promesses, le 90 minutes à l'urgence. On a vérifié encore ce matin, vous savez dans combien d'urgences au Québec il y a un délai d'attente de moins de 90 minutes? Une seule, le CLSC de Pointe-Égamouk, où il n'y a personne qui attend à l'urgence ce matin. Mais il y a pas mal plus d'urgences à 150, 180, 220 380 à Mont-Laurier ou à l'hôpital de Saint-Jérôme, où il y a 39 heures d'attente en moyenne sourcilière. Est-ce que le ministre peut nous dire c'est pour quand son 90 minutes? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, j'aurai la chance cet après-midi, justement, parce que c'est toujours difficile à l'intérieur de 30 ou 45 secondes de donner des réponses, alors que tous les tableaux de bord sont disponibles. Mais lorsqu'on fait la comparaison, Monsieur le Président, avec les gens, je parlais des autres provinces canadiennes, puis qu'on se met sur des bases comparables,
Les gens vont voir cet après-midi qu'on est exactement, soit des fois un peu meilleur ou un peu moins en bonne position que les autres. Mais savez-vous quoi? On est tous dans la même situation. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter que c'est difficile. Il ne faut pas accepter qu'on ne fait pas les bonnes mesures. Mais je le répète, Monsieur le Président, l'ensemble des soins de santé au Canada sont dans la même situation et nous, on prend les mesures pour s'améliorer. Deuxième complémentaire. Bon, le ministre de la Santé, là, c'est un gestionnaire. Puis quand on embauche un gestionnaire, d'habitude, on lui confie des sommes puis on lui donne des indicateurs de performance. Et comme Québécois, on lui confie plus de 60 milliards de dollars. On lui donne des indicateurs de performance et il les rate presque tous, Monsieur le Président. Alors, il va faire ce que tout bon gestionnaire fait quand il ne sait plus quoi faire. Il va sous-traiter. Alors, il va sous-traiter ses objectifs à Santé Québec, à gros prix, à gros salaire. Mais après 6 ans, là, pourquoi les Québécois croiraient que cette fois-ci, ça va être la bonne? Monsieur le ministre de la Santé. Savez-vous, Monsieur le Président, je vais le dire avec beaucoup de calme, un bon gestionnaire s'ajuste aux décisions et aux situations qui évoluent. Au cours des dernières années, on a, entre autres, 600 000 personnes temporaires qui sont avec nous. Il faut les soigner aussi, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je comprends que l'opposition n'aime pas la question ou ma réponse, Monsieur le Président, si je peux continuer. Merci. 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 Ce qu'on demande à nos gestionnaires, c'est ça, de s'ajuster au changement. J'ai parlé d'un changement, il y en a un autre qui s'appelle le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population coûte de plus en plus cher à notre réseau, mais savez-vous quoi, Monsieur le Président? On va s'en occuper de nos personnes aînées. En principal, Madame la députée de Darcy-McGee. Merci, Monsieur le Président. L'automne dernier, le ministre des Services sociaux a déposé un dénombrement complet et dévastateur de la situation de l'itinérance au Québec, révélant une augmentation de 44 de cette population en 2018 et 2022. Par la suite, le ministre s'est engagé de déposer un dénombrement à chaque 2 années plutôt qu'à chaque 4. Mais surprise, hier, le ministre nous apprend que le prochain dénombrement qu'il déposera va compter uniquement les personnes en situation d'itinérance dans les refuges, donc pas un portrait complet de la situation. Le gouvernement a besoin de ces informations pour bien prévoir et planifier les ressources nécessaires pour toutes les personnes en situation d'itinérance au Québec. Et clairement, ce n'est pas le cas. Si on compte mal, on planifie mal. Donc, ma question au ministre, c'est comment pense-t-il pouvoir bien planifier les ressources s'il n'a pas tous les données nécessaires pour faire le portrait de la situation? Monsieur le ministre responsable des services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Je vais expliquer ce que j'ai expliqué hier dans la motion du mercredi pendant près de 2 heures. Quand on a eu le chiffre du dénombrement de 10 000 itinérants, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on compte les itinérants dans les refuges, on compte les itinérants dans le système hospitalier, on compte les personnes qui sont sans domicile fixe, dans le système carcéral, et on compte les gens qui sont dans la rue. Donc, sur les 10 000 personnes, au Québec, en fait, il y avait 1 100 personnes qui étaient dans la rue, et les autres sont dans des institutions, mais sans domicile fixe. C'est ça, le 10 000 personnes en situation d'itinérance. Donc, quand on a parlé aux actuaires, parce que de faire le dénombrement aux 2 ans, là, ce qui est plus que dans n'importe quelle province du Canada, quand on a fait ça, on s'est dit, on a parlé avec les organismes communautaires, ils nous ont dit que ça va être très difficile de répéter l'exercice si rapidement. Donc, on a été pour une énumération qui va être faite, comme vous dites, qui ne va pas compter les gens qui sont dans la rue parce que c'est ce qui prend le plus d'efforts, mais les actuaires vont être capables de nous faire une prédiction des changements au niveau de l'itinérance au Québec, encore une fois. Il faut comprendre que toutes les ressources vont être là, et s'il y a besoin de plus de ressources, les besoins vont être ajustés. On a toujours répondu, Monsieur le Président, présent. Première complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement a besoin de connaître le nombre total des personnes sans abri pour pouvoir offrir des services à la hauteur de leurs besoins. Ce que le ministre propose ignore une partie de cette population. On ignore les personnes qui ne trouvent pas de place dans les refuges. On ignore les gens qui habitent à l'extérieur, comme les gens qui sont dans les campements. Donc, j'ai une question simple pour le ministre. Est-ce qu'il est prêt à reculer et vraiment faire, plutôt qu'une énumération, un dénombrement comme il s'était engagé? Monsieur le ministre responsable des services sociaux. Mais, Monsieur le Président, ce n'est pas moi qui dois reculer. C'est les gens qui participent au dénombrement qui nous ont dit que ce serait un travail trop important pour le faire si rapidement. Et il est prévu pour 2025, le dénombrement.
Ça implique des centaines de personnes, des organismes communautaires qui se promènent dans les rues partout au Québec. On a augmenté le nombre de villes également qui vont participer au dénombrement. On fait vraiment les choses de façon adéquate, Monsieur le Président. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en comptant la majorité des gens sans domicile fixe, les actuaires sont capables de faire des prédictions, sont capables de nous dire quels sont les besoins qui doivent être ajustés. Je pense que ces gens savent ce qu'ils font, Monsieur le Président, puis il faut les écouter. Deuxième complémentaire. Merci, Monsieur le Président. En sentant qu'avec une mauvaise planification, on n'aura pas le portrait juste pour les refuges et pour les places nécessaires. Vous dites que ça prend des centaines de personnes. On parle de milliers de personnes qui sont dans la rue, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de ressources. Donc, peut-être c'est trop de travail. Vous jugez que c'est trop de travail pour faire ce dénombrement complet, mais pour que les personnes qui sont dans la rue, qui comptent sur le gouvernement pour avoir quelque part où se réfugier le soir, c'est pas trop de travail. Merci. Je profite pour rappeler qu'on s'adresse à la présidence et pas directement à un ministre, à un collègue. Monsieur le ministre responsable des services sociaux. Oui, Monsieur le Président. Les refuges vont faire partie de l'énumération. Ils l'ont fait dans les autres années. Ça a toujours été inclus. Comme les gens qui sont dans les prisons, comme les gens qui sont dans les hôpitaux qui n'ont pas de domicile fixe, etc. Je le répète, les gens qui étaient dans la rue au Québec en 2022, c'était 1100 personnes. Puis c'est ceux-là qu'on ne va pas capturer dans l'énumération, mais nos actuaires disent qu'on est capable de faire des projections pour déterminer la situation de l'itinérance et on va aller avec un dénombrement complet l'an prochain, Monsieur le Président. On suit la situation de très près, on augmente des ressources année après année, on s'assure que tout le monde puisse avoir accès à des services de façon appropriée, incluant des problèmes de santé mentale. Merci. En principal, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Tu payes des impôts et tu reçois des soins de santé. C'était censé être ça, le contrat social au Québec. Tu payes des impôts, puis que tu sois riche ou que tu sois pauvre, bien, le système public va s'occuper de toi dans un délai raisonnable, puis ça va être gratuit. Sous la gouverne du premier ministre, ce contrat social-là, il s'est brisé. Sous la gouverne du premier ministre, les Québécois, les Québécoises, ils payent en double et ils attendent plus qu'avant. Ils payent une fois sur leur rapport d'impôt puis une fois sur leur carte de crédit parce qu'ils sont obligés d'aller au privé. Les Québécois paient en double pour l'échec du premier ministre à faire fonctionner notre système de santé. Gabriel a besoin d'une prescription, 250 $ au privé. Marianne a besoin d'une otite, 300 $ au privé. Pascal fait une crise d'allergie, 400 $ au privé. J'ai 15 pages d'exemples comme ça. Ça pue de bon sens. Pas besoin d'être Québec solidaire pour savoir qu'on est allé trop loin avec le privé en santé. Même le ministre de la Santé le reconnaissait lundi. Savez-vous ce qu'il a dit? Arrêtez de développer le privé. Je suis d'accord avec ça. Le premier ministre, lui, est-tu d'accord avec ça? Arrêtez de développer le privé en santé au Québec. Oui ou non? Monsieur le Premier ministre. Bien, Monsieur le Président, encore une belle démonstration du dogmatisme de Québec solidaire. On met tout dans le même panier, le privé où on paye avec la carte d'assurance maladie, le privé où on n'a pas augmenté la présence. Et, Monsieur le Président, je suis pas mal certain que chez les députés de Québec solidaire, il y en a qui font affaire avec une clinique privée pour leur médecin de famille. Mais, bon, pour eux autres, là, le mot « privé », c'est un mot qui ne doit pas être prononcé. Monsieur le Président, il peut être intéressant, il peut être efficace dans certains cas, par exemple, de regrouper des chirurgies pour le genou, la hanche, tout au même endroit, dans un hôpital privé, où on paye avec la carte d'assurance maladie. Ça nous a beaucoup aidés pendant la pandémie. Mais l'approche de Québec solidaire, c'est de dire on est contre le privé, mur à mur. Parlons un peu de ce que le ministre de la Santé discutait cette semaine, les agences privées pour les infirmières. Malheureusement, là, avec le laxisme des gouvernements précédents, s'est développée une mauvaise habitude où
ça peut être intéressant pour une infirmière de passer par une agence privée qui va charger plus cher à l'hôpital que si l'hôpital embauchait directement l'infirmière. Le ministre de la Santé a réussi à réduire ça de 50 de 50 Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. On connaît bien la cassette du premier ministre sur Québec solidaire. Mais qu'est-ce qui répond au Collège des médecins? C'est pas un lobby, ça, le Collège des médecins. Et savez-vous ce que le Collège des médecins lui demande? Suspendre l'expansion du privé immédiatement. Et mardi, le ministre de la Santé a dit, je cite, « Moi, je suis 100 d'accord avec le Collège des médecins. » Donc, le premier ministre, lui, est-ce qu'il est 100 d'accord avec son ministre et le Collège des médecins? Monsieur le Premier ministre. Oui. Bon, encore une fois, Québec solidaire, dogmatique, mélange tout. Non, mais c'est vrai. Ouais, je vois le député de Rosemont, qui est peut-être un des plus dogmatiques ici dans l'Assemblée, qui s'amuse. De quoi parlait le Collège des médecins? Le Collège des médecins parlait des médecins formés au Québec, dans des universités québécoises, aux frais des contribuables québécois. Est-ce que ces gens-là pourraient arrêter par centaines de s'en aller soit au privé, soit en Ontario? Est-ce qu'on pourrait leur imposer de travailler dans le réseau public un certain nombre d'années? C'est de ça que parlait le Collège des médecins, puis c'est là-dessus où on est d'accord. Deuxième complémentaire. Le premier ministre retient juste le bout qui fait son affaire. Ce que le Collège des médecins a dit mardi, je cite, c'est qu'il faut suspendre l'expansion du privé immédiatement. Le ministre de la Santé était d'accord jusqu'à temps que quelque chose se passe, on découvrira peut-être quoi un jour, et que la position change sur l'heure du midi. Le premier ministre, lui, est-ce qu'il aura le courage de donner une réponse claire? Il veut plus ou moins de privé en santé? Monsieur le Premier ministre. Bien, la vie, là, c'est pas noir ou blanc, comme pense Québec solidaire. Il y a des endroits où c'est bon d'avoir du privé plus efficace. Parlons, par exemple, des cliniques, des GMF qui sont dans des cliniques privées. Parlons de certaines chirurgies qui sont faites dans des hôpitaux privés. Par contre, il y a des endroits où c'est pas bon. Exemple, passer par une agence d'infirmières puis donner un profit à une agence privée plutôt que d'embaucher directement l'infirmière. Maintenant, je suis content de voir que Québec solidaire est d'accord pour dire un étudiant formé au Québec qui veut s'en aller en Ontario, bien, on pourrait lui demander de rembourser les frais de scolarité, même si c'est contre la Charte des droits et libertés. Content de voir ça. En principal, monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Monsieur le Président. Ça aura finalement pris une crise nationale à la DPJ pour qu'on me permette d'aller enfin visiter le Mont-Saint-Antoine. Ma demande datait d'avril 2024. Ça aura pris 7 mois, Monsieur le Président. Je vous rappelle qu'on parle d'enfants qui vivent avec des infections de rats, avec des expositions potentielles à l'amiante, des problèmes d'intimité dans les toilettes, et j'en passe. Le ministre, lui, il se désole, il s'inquiète, mais après 2 heures de visite, il nous dit « tout est beau » et il refuse de relocaliser des jeunes d'urgence comme l'ordonne la Commission. Monsieur le Président, jamais je ne laisserai tomber ces jeunes les plus vulnérables et je vais y aller au Mont-Saint-Antoine et je vais revenir ici témoigner de leurs conditions de vie. C'est ma responsabilité et ça devrait être celle du ministre également. Va-t-il enfin appuyer le projet de loi de ma collègue de Sherbrooke et nous permettre d'aller visiter les centres jeunesse? Monsieur le ministre responsable des services sociaux. Bien, Monsieur le Président, je remercie le député de Saint-Henri-Sainte-Anne qui veut aller voir le Mont-Saint-Antoine. Et comme vous savez, c'est la décision de l'établissement qui lui donne accès au Mont-Saint-Antoine. Je tiens à lui dire cependant que suite à ma visite, ça c'était la première partie, j'ai également demandé au CIUS Centre-Sud de recontacter la CDPDJ, de revisiter avec la CDPDJ les établissements et de s'assurer que les changements qui ont été faits depuis l'inspection par la CDPDJ soient conformes à ce que la CDPDJ, la Commission des droits de la personne, droits de la jeunesse, soit adéquat, Monsieur le Président. Ça, c'était évident à mes yeux. J'ai également saisi la nouvelle directrice nationale de la protection de la jeunesse du dossier
qui, elle, va visiter le Mont-Saint-Antoine également avec le directeur technique du ministère de la Santé et des Services sociaux pour s'assurer également que les changements qui ont été faits, que lui dit que je n'ai pas pu voir en 2 heures, là, correspondent effectivement à la liste des changements qui avaient été demandés à la CDPDJ. Donc, Monsieur le Président, je pense que ce qu'on a fait, c'est un travail complet. On va continuer à s'assurer que les enfants soient bien. Première complémentaire. Monsieur le Président, la Commission fait son travail, elle enquête et elle demande immédiatement de relocaliser les jeunes. Ce n'est pas une visite de 2 heures qui va contredire ça. Il y a des enquêteurs, il y a des photos. Les lanceurs d'alerte nous envoient des images abominables, mais on nous dit qu'en 2 heures, on était capable de voir que non, tout était beau. Voyons donc. Il y en a un autre rapport ce matin de la Commission sur un autre centre. Cette fois-ci encore, si les conclusions ne font pas l'affaire du ministre, on va les balayer du revers de la main. C'est comme ça qu'on fonctionne? Monsieur le ministre responsable des services sociaux. Oui, malheureusement pour le centre de Laval, qui abritait des enfants en situation de handicap, je l'ai su à temps, cette situation-là, et le centre de jardin a été fermé, en fait. Et les enfants ont été relocalisés dans des endroits adéquats, pris en charge par des équipes DIDPTS, qui s'occupent des enfants handicapés, excusez-moi l'abréviation. Et une chose qui est importante également, parce que ce n'était pas la première fois qu'on me signalait des enjeux avec le CIS de Laval et les enfants en situation de handicap, j'ai demandé que les équipes de Laval soient accompagnées par les équipes du ministère pour s'assurer de la pertinence des pratiques cliniques dans cet établissement. Merci. Deuxième complémentaire. Monsieur le Président, je reviens sur ma demande. Si le ministre était sérieux à l'effet que sa priorité, c'était la défense de nos enfants les plus vulnérables, il nous permettrait d'aller faire notre travail, il nous permettrait d'aller vérifier comment ça se passe dans ces centres jeunesse-là, il nous permettrait d'aller sur le terrain pour voir ce que les gens nous relayent, les informations qu'on reçoit, les témoignages qu'on reçoit, si ce sont réellement ce qui se passe sur le terrain, pour qu'on en informe la population. Je lui redemande, va-t-il appuyer le collègue sur les droits de visite de ma collègue de Sherbrooke? Monsieur le ministre responsable des services sociaux. Mais, Monsieur le Président, je crois que le chef de la troisième opposition a visité le Mont-Saint-Antoine. Je crois que la députée de Sherbrooke a visité le Mont-Saint-Antoine. Et là, ça va être au tour du député de Saint-Henri-Sainte-Anne de visiter le Mont-Saint-Antoine. La responsabilité revient aux établissements, Monsieur le Président. Ce qu'on a décidé la semaine dernière, tous ici, c'est qu'on voulait maintenant agir plus rapidement et on attaque le grand chantier des centres jeunesse. Le terrain les études vont démarrer immédiatement. La nouvelle directrice nationale, c'est son premier mandat qu'elle va regarder. Les soins et les enjeux de vétusté des centres jeunesse, des centres de réadaptation. Monsieur le Président, on est en action. On va améliorer les choses rapidement. En principal, Madame la députée de Verdun. Merci, Monsieur le Président. L'heure est grave pour le changement climatique. On apprend que 2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée, battant le triste record de l'an passé. De l'autre côté de la frontière, les Américains viennent d'élire un président dont le slogan d'environnement, c'est « Drill, baby, drill ». Heureusement, la lutte au changement climatique, ça fait consensus au Québec. On peut parfois être en désaccord sur les moyens, mais on doit être encore en accord sur l'objectif. La fin des énergies fossiles, ça doit être en 2050. On doit dès maintenant mettre tous les moyens pour y arriver. Et le Québec peut et doit être un leader sur cette question. Aujourd'hui, j'ai déposé un projet de loi pour inscrire l'objectif de la carboneutralité en 2050 dans la loi. L'objectif, c'est d'envoyer un message fort que nous ne baissons pas les bras. La lutte au changement climatique, elle continue. Est-ce que le ministre peut faire un pas important avec moi et appeler le projet de loi? Monsieur le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, des faunes et des parcs. Merci, Monsieur le Président. Naturellement, on va prendre le temps d'étudier le projet de loi qu'a déposé la collègue, mais elle a mentionné le Québec peut et doit être un leader en matière de lutte au changement climatique. C'est le cas. Si on regarde uniquement les dernières semaines, les derniers mois, en juillet dernier, on a fait une mise à jour de notre plan pour une économie verte avec un budget de 10 milliards de dollars pour les 5 prochaines années. Il n'y a aucun État en Amérique du Nord qui investit autant par capita que le Québec ne le fait. On a par la suite, naturellement, déposé un plan pour mettre en valeur notre patrimoine naturel de près d'1 milliard de dollars. On a aussi, dans les semaines qui ont précédé, déposé
une politique sur l'eau accompagnée d'un budget substantiel de quelques centaines de millions de dollars également. Donc, nous sommes clairement des leaders en Amérique du Nord et à l'échelle planétaire, sans oublier que nous émettons en Amérique du Nord les plus basses émissions par rapport à nos autres collègues des provinces et États, que ce soit du Canada ou des États-Unis. Donc, je rassure la collègue, le Québec peut et doit être un leader et c'est le cas. Pour le reste, le projet de loi sera naturellement étudié, mais je rappellerai la collègue qu'il y a une consultation qui est prévue l'année prochaine pour l'établissement des cibles et j'espère qu'elle participera. Madame, en première complémentaire, Madame la députée de Verdun. Merci, Monsieur le Président. C'est le moment idéal avec cette mise à jour pour inscrire dans la loi que la carboneutralité au Québec, c'est en 2050. Tous les partis ici présents, nous sommes d'accord, le gouvernement est même d'accord, il a dit sur toutes les tribunes. C'est le moment d'agir, puis faisons-le ensemble. Dans quelques semaines, c'est la COP et nous pouvons envoyer un message fort. J'étends la main au ministre. Est-ce qu'il va appeler, oui ou non, ce projet de loi? Monsieur le ministre de l'Environnement. La collègue n'est pas sans savoir que l'établissement des cibles au Québec est régi par une loi. C'est déjà le cas. Et je le mentionnais à la précédente intervention, selon notre loi, qui est reconnue par tous ici en cette Chambre, cette consultation doit avoir lieu l'année prochaine. Donc, je vais espérer que Québec solidaire puisse y participer. D'ailleurs, on a envoyé une invitation il y a quelques jours aux oppositions de nous transmettre les cibles qu'elles souhaitent voir inscrites dans notre planification pour qu'on puisse faire la modélisation en conséquence. Donc, je vais espérer que Québec solidaire réponde à cette invitation, qu'elle nous présente les cibles qu'elle souhaiterait voir modélisées pour la période de 2040 et ultimement 2050 est effectivement... Deuxième complémentaire. Avec l'élection de Trump, nous avons un devoir ici au Québec, un devoir de ramener de l'espoir chez les gens. Il faut montrer que le gouvernement là, fait quelque chose pour la lutte au changement climatique. C'est le temps de mettre à jour nos cibles. On est tous d'accord ici. La carboneutralité doit être atteinte en 2050. C'est un geste simple et ça envoyer un message clair parce que le gouvernement de l'autre côté de la frontière va saccager tous nos acquis environnementaux. Le Québec doit se tenir debout. Est-ce que le ministre... Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. En fait, la collègue demande de rassurer les Québécois. Les Québécois, je pense qu'on a plusieurs éléments pour les rassurer, ce dont je faisais mention aux précédentes interventions. Mais il faut aussi rappeler que notre travail est jugé très positivement par, que ce soit des évaluations externes, que ce soit par les autres États aussi. La collègue faisait état de la COP. Je peux vous dire que nous sommes très, très sollicités lors de ces rencontres internationales pour que nous puissions partager l'expérience québécoise. Et pour ce qui est d'une évaluation objective, je rappellerai que l'année dernière, à peu près à pareille date, on a jugé le plan et la gouvernance québécoise en matière de lutte au changement climatique parmi les meilleurs au monde. Donc, c'est de nature à... C'est le tour maintenant du troisième groupe d'opposition. Je reconnais Monsieur le député de Jean Talon. À chaque fois que j'ai posé des questions sur les coupes massives des cours de francisation dans les centres de services scolaires, c'est le ministre de l'Immigration qui m'a répondu. Mais pourtant, les centres de services scolaires, c'est la responsabilité du ministre de l'Éducation. C'est lui que j'aimerais entendre aujourd'hui, parce que ce matin, j'ai eu la réponse à une demande d'accès à l'information que j'ai faite au Centre de services scolaires des découvreurs pour le centre de francisation Le Phénix, dans ma circonscription de Jean Talon. Elle indique que de septembre 2024 à novembre 2024, le nombre d'élèves inscrits est passé de 651 à 190, que le nombre d'enseignants à temps plein est passé de 19,5 à 12,5 pour chacune des années et que le nombre d'heures de cours hebdomadaires a chuté drastiquement de 382 à 160. Le ministre, c'est lui le responsable, ce sont ses règles budgétaires qui ont changé. Qu'a-t-il à dire? Est-ce que lui aussi va nier qu'il y a des vraies coupes, de vrais professeurs qui donnent des vrais cours? Monsieur le ministre de l'Immigration et de la Francisation. Merci bien, Madame la Présidente. Monsieur le Président, excusez-moi. Merci bien, Monsieur le Président. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on échange à ce sujet-là. C'est important de le rappeler. Le ministre des Finances l'a rappelé. Il y a eu une bonification de plus de 15 du budget à Francisation Québec cette année. La francisation, c'est quelque chose qui est cher à notre gouvernement. Jamais aucun gouvernement avant nous n'en a fait autant.
Ceux qui en ont peu fait ou pas fait trouvent que nous n'en faisons pas assez. C'est quand même particulier. Avant qu'on arrive, le gouvernement du Québec francisait environ 20 000 personnes par année. L'an passé, à l'an 1 de Francisation Québec, plus de 76 000 personnes. Cette année, nous allons faire encore davantage. On francise, oui, avec les centres de services scolaires. On déploie des services, on redéploie des services, mais on francise aussi avec des dizaines et des dizaines d'autres partenaires. On est très créatif pour déployer de nouveaux services avec des partenaires. On le déploie à la longueur d'année. Ce n'est pas terminé, l'offre de Francisation Québec. Ce que je vous dis, c'est qu'on continue de trouver des solutions. On continue de franciser bien plus que jamais personne avant nous. Première complémentaire. Il y a une chanson qui me vient à l'esprit. Paroles et paroles et paroles. J'ai demandé au ministre de me nommer un seul cours qui a été ouvert à Québec. Il n'a jamais été capable de répondre. Le ministre de l'Éducation est-il gêné de se lever aujourd'hui pour répondre aux professeurs de français, de francisation qui ont perdu leur job en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, au Bas-Saint-Laurent, au Saguenay, à Rouen, à Montréal, partout au Québec? Qu'a-t-il à dire? Je vais demander aux collègues, s'il vous plaît, la seule personne que je souhaite entendre, s'il vous plaît, c'est le ministre de l'Éducation. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, quand on m'invite à chanter, je ne peux résister. Ça pourrait bien finir notre semaine avant de partir en circonscription. Je vais regarder ça pour Noël. Monsieur le Président, sur ce sujet très sérieux maintenant, ça fait quoi, 2 ans maintenant qu'on dit qu'il y a trop d'immigrants temporaires qui rentrent sur le territoire québécois? Ça fait quoi, 2 ans, peut-être plus, qu'on dit que la limite est atteinte, que le point de rupture est atteint? Eh bien, effectivement, le point de rupture a été atteint. On a dépassé notre capacité. Alors, on francise comme jamais. Le budget qu'on reçoit du MIFI, il est de 104 millions. Il n'a pas été coupé. Monsieur le député de Jean Talon. Je parle au ministre de l'Éducation de son budget que ses règles budgétaires ont coupé. Les professeurs sont par centaines. Je les ai rencontrés à Québec. Ils ont perdu leur emploi. C'est lui, le ministre responsable des vrais professeurs qui donne des vrais cours de francisation à des vraies personnes. Si c'est important, la francisation pour ce gouvernement, pourquoi coupe-t-il? Tous les centres de services scolaires, tous les centres de francisation l'ont dit au Québec. Va-t-il nier que ces personnes-là ont perdu leur emploi et qu'il y a moins de cours de francisation qui se donnent aujourd'hui? Monsieur le ministre de l'Immigration et de la Francisation. Monsieur le Président, mon collègue continue d'utiliser des mots qui sont inappropriés. Quand on utilise le mot « couper », ça voudrait dire qu'on investit moins, qu'on francise moins. Mais quand on investit davantage d'argent, quand on ouvre davantage de groupes, quand on francise davantage de monde, on parle d'augmentation. Mais ce qui augmente aussi, et beaucoup trop, c'est la demande, parce qu'il y a beaucoup trop d'immigrants temporaires sur le territoire québécois. Beaucoup trop, notamment qui arrivent du côté d'Ottawa à cause de la perte de contrôle complète par rapport aux demandeurs d'asile, beaucoup trop à cause du programme de mobilité internationale. On ne peut pas franciser 100 000, 200 000, 300 000 personnes par année. Tout le monde comprend ça, même mon collègue. Merci, Monsieur le ministre. En principal, Madame la députée de Saint-Laurent. Monsieur le Président, il y a exactement 1 mois, je me levais en cette Chambre pour exprimer les inquiétudes de M. Michel Lagacé, président de l'Alliance de l'énergie de l'Est, qui l'a dit sur les ondes de CLFM. Il rapportait que l'usine Cascade à Témiscouata-sur-le-Lac avait besoin de blocs d'énergie. Et il ne comprenait pas la logique du premier ministre à vouloir dérouler le tapis rouge pour les entreprises étrangères qui n'ont toujours pas fait leurs preuves ici et mettre en attente des entreprises québécoises d'ici, comme Cascade à Témiscouata-sur-le-Lac. Pour lui, il ne comprenait pas cette logique-là. Entre-temps, on a lu dans le Journal de Montréal, Sylvain Larocque. I2G a reçu 307 mégawatts. C'est l'équivalent de la centrale complète de la Romaine 1, pour un projet qui peut-être verra le jour en 2030 parce que le président lui-même le dit, on n'a pas fait d'études. Honnêtement, pourquoi vous dites non aux entreprises d'ici? Ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.
Oui, Monsieur le Président. Alors, comme la collègue le sait, on est dans une période où la demande pour l'électricité et l'énergie va croissante. C'est notamment dû au fait qu'on est dans une période de transformation énergétique, de transition énergétique et de volonté d'électrifier un grand nombre de secteurs de l'économie. Alors, de notre côté, on fait en sorte de travailler en collaboration avec Hydro-Québec pour bien allouer les blocs d'énergie pour les prochaines années. Il y a une grande demande. On a d'ailleurs réussi à attirer puis à susciter de la part des entreprises d'ici, tout comme de la part de joueurs à l'international, une volonté de développer des projets économiques au Québec, notamment parce que notre électricité est propre et c'est un grand atout dans une phase de transition énergétique. Néanmoins, on doit faire en sorte de bien allouer les blocs énergétiques pour les prochaines années. Alors, on va s'assurer d'avoir un équilibre entre des joueurs québécois, des joueurs de l'international, et également des joueurs qui sont basés en région, tout comme des joueurs qui sont basés en zone urbaine et dans la métropole. Alors, c'est important pour nous d'aller de l'avant avec le projet auquel réfère ma collègue. Première complémentaire. Je tiens à rassurer Québec solidaire. On vient de découvrir le côté vert de la CAQ. Ils ont recyclé mot pour mot la réponse qu'ils m'ont donnée le mois dernier. Alors, est-ce que c'est bien alloué de donner 357 mégawatts à une jeune pousse suédoise comme Nordvolt? Est-ce que c'est bien alloué d'accorder 307 mégawatts à une entreprise qui n'a même pas encore fait son étude d'ingénierie et qui s'apprête en 2030? Donc, pendant 6 ans, pas de redevance à l'État québécois. Vous avez gelé pendant 6 ans notre électricité. Est-ce que ça s'est bien alloué? Madame la ministre de l'Innovation et de l'Énergie et de l'Économie. Oui, alors, Monsieur le Président, il est important de contribuer à la décarbonation de l'économie du Québec à l'ensemble des secteurs. Certains de ces secteurs-là peuvent être décarbonés grâce à l'hydroélectricité. Néanmoins, on en a d'autres de ces secteurs qui ne pourront pas l'être décarbonés à l'aide de l'hydroélectricité. Par exemple, le transport lourd ne pourra pas l'être. Donc, il va falloir y aller par d'autres moyens que par l'hydroélectricité. Également, le secteur des mines peut faire l'objet d'une décarbonation grâce à des projets comme celui de Hy2Gen. Il faut voir que ce projet-là, il va se dérouler dans une région qui a besoin de création d'emplois, qui a besoin de projets stimulants, qui va les ancrer dans les créneaux d'avenir du Québec, et c'est ce qu'on fait. Deuxième complémentaire. Donc, on déshabille Pierre pour habiller peut-être Paul, parce que Paul n'est pas certain de venir au Québec. Parce qu'en ce moment, ni Nordvolt, ni Hy2Gen sait si oui ou non leur usine verra le jour. Le président lui-même le dit. Il n'est pas certain. Il va faire l'étude en 2026. Mais en 2024, on leur a dit oui pour 307 mégawatts. Aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, sous la plume de David Descoteaux, il y a de l'inquiétude pour les 150 travailleurs. Ma question est simple à ce stade-ci. Comment vous avez fiché les 150 travailleurs de Cabano? Madame la ministre de l'Économie, de l'Énergie et de l'Innovation. Oui, Monsieur le Président, il faut voir que les blocs sont réservés dans la mesure où le projet va de l'avant, bien entendu. Et il y a une des conditions qui est importante, qui est associée à ce projet-là, c'est le fait que ça doit servir pour des Québécois. Donc, les entreprises devront être québécoises pour ce qui est de leurs clients. Alors, c'est important de contribuer d'une part à la création d'emplois sur la Côte-Nord, des emplois dans un secteur d'avenir, dans une région qui a besoin de revitalisation économique, et également de faire en sorte d'aider à la décarbonation. Est-ce que j'entends que le Parti libéral ne souhaite pas décarboner l'ensemble des secteurs économiques, qu'ils veulent ne s'en remettre qu'à des façons de faire plus classiques avec l'hydroélectricité? Ce n'est pas notre approche. En principal, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Merci, Monsieur le Président. En pleine crise du logement, des gens en détresse, dont beaucoup d'aînés, poireautent dans les limbes du système téléphonique du tribunal administratif du logement, létal. Votre appel est important. Merci de nous rappeler plus tard. Encore une fois, c'est inacceptable, Monsieur le Président. L'an dernier, le tribunal a reçu 91 000 demandes d'information, alors que l'année précédente, c'était 70 000 demandes d'information. Une augmentation de 130 %, Monsieur le Président. Pourtant, les budgets du tribunal n'ont pratiquement pas augmenté depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir et surtout, le nombre d'employés a baissé. Ce que les chiffres démontrent, Monsieur le Président, 243 employés en 2019 et seulement 215 en ce moment.
Lors de la mise à jour économique, la ministre de l'Habitation va-t-elle enfin nous annoncer des sommes supplémentaires pour le fonctionnement du TAL? Madame la ministre responsable de l'Habitation. Merci, Monsieur le Président. Alors, je remercie le député de Laurier-Dorion de souligner effectivement les enjeux ou les défis auxquels fait face le tribunal administratif du logement compte tenu des demandes imposantes qui ont été introduites au cours de la dernière année. On en est bien conscient. Je peux vous dire que toute l'équipe du TAL est à revoir leur façon de procéder pour optimiser. Et effectivement, il y a un enjeu de ressources et c'est un élément qu'on a discuté avec eux, puis on regarde les possibilités aussi, parce qu'il faut répondre aux citoyens convenablement. Et le contexte actuel de crise du logement, justement, fait en sorte qu'il y a énormément de demandes. Il va falloir aussi se questionner sur comment on fait pour qu'il y en ait moins de demandes, parce qu'il y a peut-être des choses qui peuvent être réglées en amont aussi de se retrouver au TAL. Alors, on est là-dessus, Monsieur le Président, et je m'attends à ce que les choses évoluent. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales.